The pitch. We have used the power of football and the projection of the World Cup. I beg you, do something before it's too late. And now... Ce soir, on va pas vraiment parler de sport. Non. On va parler de pouvoir. On a sous les yeux une crise qui dépasse, mais alors de très loin, les 22 acteurs sur un terrain. Complètement. Le match Algérie-Émirats, ce n'était pas un match. C'était une détonation. Une détonation, oui. Et une détonation si forte qu'elle a, on dirait, fissuré les murs du silence à Zurich, au siège même de la FIFA. Exactement. Donc, la question, ce n'est plus qui a gagné, qui a perdu. La vraie question, c'est est-on face à une simple erreur humaine, même grossière, ou est-ce que c'est le symptôme d'une maladie bien plus profonde? D'une corruption de l'intégrité du jeu, peut-être? Et l'onde de choc, elle remonte très, très haut. C'est exactement ça. On a quitté la chronique sportive pour entrer dans la crise institutionnelle pure et simple. Pour poser les faits, froidement, on a une élimination sur des décisions unanimement jugées scandaleuses, une vague d'indignation mondiale et surtout un fait quasi sans précédent. Lequel? La sortie publique du président de la FIFA, Gianni Infantino, et du patron des arbitres, Pierluigi Collina. Quasiment en même temps. Le débat n'est plus sur le terrain. Il est à Zurich. Voilà. Et il ne porte plus sur un score, mais sur la crédibilité de tout le système. Et c'est là que, pour nous, le spectacle commence. Un président de la FIFA qui présente des excuses publiques. Oui. Des excuses qualifiées d'officielles et explicites. On a connu la FIFA plus arrogante. Un peu plus, oui. Alors, question simple. Manœuvre de com pour éteindre un incendie médiatique ou un vrai sursaut d'intégrité? C'est la bonne question. Mais le langage utilisé, je crois, suggère que c'est plus profond qu'une simple opération de communication. Ah oui, ouais. Les déclarations qui ont fuité sont très fortes. Infantino aurait dit, je cite, « Je ne peux pas rester silencieux ». Ça, ce n'est pas la formule d'un communicant qui veut calmer le jeu, c'est la posture d'un chef qui se sent obligé d'intervenir. Il prend position. Il va plus loin. Il ajoute que ce qui s'est passé, je cite, « dépasse les limites de l'erreur d'arbitrage et nuit à l'intégrité des compétitions ». Ce sont des mots extrêmement graves dans sa bouche. Il ne jette pas de l'eau sur le feu, là. Non, au contraire. Il valide la colère générale, il admet que l'institution qu'il dirige a failli de manière spectaculaire. C'est un pari risqué. C'est un pari calculé. Il sacrifie les fusibles pour sauver la centrale. Et pour ça, il pointe un problème bien précis. Pas un problème de jugement, mais de procédure. Exactement. Le cœur de son accusation, c'est la violation manifeste du protocole de la VAR. Il ne dit pas « l'arbitre a mal vu ». Il dit « le système n'a pas été respecté ». Attendez. Soyons clairs. Ça veut dire que les gens dans le car vidéo, avec tous leurs écrans, ont vu l'erreur, mais n'ont jamais dit à l'arbitre central « Viens voir sur ton écran ». C'est ça, la rupture. C'est précisément ça. La technologie a fait son travail, elle a détecté l'anomalie, mais la chaîne de commandement humaine, qui est la clé du système, a été rompue. Volontairement ou pas, ça c'est une autre question. D'accord. Et c'est ce qui permet à Infantino de dire que la faute est inexcusable. Et pour le prouver, la sanction est immédiate. C'est-à-dire ? Enquête complète et immédiate. Et surtout, suspension à titre conservatoire de l'arbitre et de toute l'équipe vidéo. Le message est clair. Des têtes vont tomber. Et vite. Voilà, c'est le volet politique. Géré par Infantino. L'image, l'institution. Mais alors derrière, il y a le technicien. Le grand prêtre, Pierluigi Collina. Ah, Collina. Et son intervention, elle, est d'une froideur chirurgicale. Ce n'est plus de la com'. C'est une autopsie. C'est ça. On a l'impression qu'il démantèle en public, pièce par pièce, la performance de ses propres hommes. C'est une purge en direct, en fait. Une exécution professionnelle. C'est une démonstration de force pour restaurer la crédibilité technique. Lui, il ne peut pas se permettre d'être flou. Il doit être factuel. Alors, allons-y. Premier point, le but algérien annulé. Là-dessus, Collina aurait été lapidaire. Au moment de la passe, le joueur était, je cite, sur la même ligne que le dernier défenseur. Et donc... Sa conclusion, selon la loi, ce n'est pas un hors-jeu. Point. Il n'y a aucune place pour l'interprétation. C'est une erreur factuelle, presque mathématique. C'est énorme. On ne parle pas d'une situation litigieuse, on parle d'une erreur sur une règle de base. C'est comme si un juge confondait coupable et non coupable. Mais le drame ne s'arrête pas là. Il y a le but accordé aux Émirats. Est-ce que là aussi, c'est aussi clair ? C'est une excellente question. Parce que sur ce deuxième cas, on touche à un autre aspect fondamental. La cohérence ? La cohérence de l'arbitrage. Pour le but émirati, Collina pointerait une main commise durant la construction de l'action. Une main ? Oui,
Et il rappellerait la directive actuelle qui est très stricte. Toute touche de main, même involontaire, qui mène directement à un but, annule ce but. Et là, la règle n'aurait, encore une fois, pas été appliquée. Alors là, ça devient vertigineux. On a donc un arbitre qui, sur une action, invente un hors-jeu qui n'existe pas. Pour annuler un but. Et sur l'action suivante, ignore une main évidente pour en valider un autre. Et c'est précisément ce que Colina martèle. Il utilise un seul mot, un seul qui résume tout. Le manque de cohérence. Une justice à deux vitesses. Exactement. Il explique qu'on a eu une sévérité inexplicable d'un côté et un laxisme tout aussi inexplicable de l'autre. Dans le même match, en quelques minutes. C'est ça qui détruit la confiance. Et qui ouvre la porte à tous les soupçons, évidemment. Ce n'est plus juste de l'incompétence. Ça commence à ressembler à un arbitrage orienté. Donc, on a un constat de faillite. Le politique, Infantino, qui s'excuse. Le technicien, Colina, qui dissèque l'incompétence. C'est ça. Mais les excuses, ça ne rend pas une qualification. Et on en arrive à la question qui brûle toutes les lèvres. La réparation. L'idée de rejouer le match. C'est un ballon d'essai pour calmer les esprits ou une vraie menace? On arrive au cœur du réacteur nucléaire. Et là encore, la déclaration de Colina est d'une précision diabolique. Je vous écoute. Il confirme que l'option de rejouer le match est, je cite, théoriquement envisageable. Théoriquement. Rien que cette phrase, c'est une bombe. Il ne ferme pas la porte. Il précise que ça peut arriver quand des erreurs graves de protocole et non de jugement ont un impact direct sur le résultat. Et d'après sa propre analyse, toutes les conditions sont réunies ici. Toutes. Mais vous avez raison, il y a le théoriquement, le mais qui change tout. Le diable est dans les détails. Le voici. Colina introduirait une condition qui fait basculer toute l'affaire. L'option de rejouer le match deviendrait une possibilité très concrète si l'enquête interne prouve que les erreurs étaient délibérées. Délibéré. Le mot est lâché, délibéré. Et ce mot change absolument tout. Tout. On ne parle plus d'incompétence, on parle d'intention, de manipulation. On quitte le tribunal sportif pour entrer potentiellement... Dans le tribunal pénal. Exactement. Les conséquences d'une telle décision, ce serait un séisme pour tout le sport mondial. Absolument. Faire rejouer un match à ce niveau, ça créerait un précédent colossal. C'est la fameuse boîte de Pandore. Toutes les fédérations s'y engouffreraient après chaque défaite. Bien sûr. Cela dit, ce ne serait pas une première absolue. Il existe un précédent, très rare, le match de qualif pour le Mondial 2006 entre Bahreïn et l'Ouzbékistan. Racontez. L'arbitre avait commis une erreur technique, pas d'interprétation. Il avait annulé un penalty ouzbek et, au lieu de le faire retirer, il avait donné un coup franc à l'adversaire. Une erreur de droit pur. Et la FIFA ? La FIFA avait jugé l'erreur si grave qu'elle a invalidé le résultat et fait rejouer tout le match. Donc, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. La preuve que l'institution peut le faire quand elle estime qu'une erreur fondamentale a faussé le jeu. La question aujourd'hui, c'est de savoir si le non-respect du protocole VAR est une erreur aussi fondamentale. La FIFA est donc sur une ligne de crête. D'un côté, réparer une injustice flagrante, au risque de créer un chaos juridique. De l'autre, valider le résultat et donner l'impression que le crime peut rester impuni. Tout dépendra de cette enquête et du sens qu'ils donneront au mot délibéré. Au-delà du sort de l'Algérie, ce qui est fascinant ici, c'est la faillite d'une promesse. Laquelle ? La promesse de la VAR. On nous l'a vendée comme l'instrument de la justice absolue. L'œil de Dieu qui allait tout régler. Et on s'aperçoit que non. On s'aperçoit que ça peut devenir l'inverse. Un outil d'opacité, une arme de controverse, si les humains qui la contrôlent décident de ne pas suivre les règles. On n'a pas éliminé l'erreur humaine, on l'a déplacée. On l'a déplacée dans une cabine climatisée. C'est peut-être encore plus dangereux. La confiance des joueurs, des fédérations et surtout la confiance des centaines de millions de supporters. C'est eux le carburant de l'Empire. L'argent et la légitimité. Voilà. Ces excuses, cette autopsie publique, c'est un acte d'autopréservation, un pare-feu pour protéger leur capital le plus précieux. Ce n'est pas l'argent des droits télé, c'est l'idée, la fiction peut-être, que le jeu à la fin reste à peu près équitable. Si cette confiance s'effondre, tout l'édifice s'effondre avec. Tout. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée. Une question en suspens qui fait un peu froid dans le dos. Si, par extraordinaire, cette enquête devait conclure à une faute délibérée. Oui. Alors, la véritable question nous serait plus de savoir si le match doit être rejoué. La question deviendrait « Qui avait intérêt à ce que ce résultat se produise ?» Et à ce moment-là, À ce moment-là, on quitte définitivement la chronique sportive
et on entre de plein pied dans l'arène de la géopolitique la plus pure. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, tenant des propos absolument sans précédent. Des propos si extraordinaires qu'ils frôlent l'invraisemblable, vraiment. On parle d'excuses publiques, de sanctions promises, d'une remise en cause frontale de l'arbitrage. Ce qui n'arrive jamais. Or, la FIFA, par sa nature, c'est une forteresse diplomatique. Elle ne reconnaît que très, très rarement ses failles de manière aussi spectaculaire. Du coup, la première question qui se pose n'est pas tant « que dit cette vidéo ?», mais plutôt « cette vidéo est-elle seulement crédible ?» C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de notre discussion aujourd'hui, démêler le vrai du faux dans une affaire qui touche à l'intégrité même du sport. Notre mission est donc de jouer un peu les détectives. Cette vidéo, est-ce la bombe qu'elle prétend être ou une manipulation très sophistiquée? Pour comprendre, il faut revenir au point de départ, à la frustration qui a mis le feu aux poudres. Qu'est-ce qui s'est passé exactement durant ce match pour qu'on en arrive là? Alors, le match est décrit dans les sources comme le théâtre d'un scandale arbitral flagrant. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux qui reviennent en boucle. D'accord. Le sentiment général n'est pas celui d'une défaite, même amère, mais d'une injustice calculée. L'expression qui résume tout est terrible, l'équipe algérienne aurait été éliminée par le sifflet. Éliminé par le sifflet. On n'est plus dans le domaine de l'erreur humaine, pardonnable, mais dans le soupçon d'une intention. Et ce soupçon, il se base sur des faits précis. Ce n'est pas juste une impression générale. Non, la colère se cristallise sur deux actions miroirs qui, mises bout à bout, créent un récit accablant. Ah oui? D'abord, un but jugé valable par les Algériens qui est annulé. Ensuite, quasi symétriquement, un but pour les Émirats, décrit comme douteux dans sa légitimité, qui, lui, est validé. D'accord, l'un après l'autre. Une seule de ces décisions aurait pu être débattue. Mais la séquence des deux, l'une après l'autre, a fait basculer la perception. Ce n'est plus pas de chance, c'est un schéma. C'est ce qui a transformé la déception en une accusation de vol. Et ce mot, vol, on l'entend partout dans le foot, souvent à tort et à travers. Mais là, ce qui est différent, c'est que ce sentiment semble venir non pas d'une seule action, mais d'une accumulation. C'est l'effet goutte d'eau. C'est ça, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui rend les situations explosives. Ça prépare le terrain pour la fameuse vidéo. Exactement. Le terrain émotionnel est prêt. La colère des supporters est à son comble, et c'est dans ce contexte qu'apparaît cette déclaration attribuée à Gianni Infantino. Et elle vient d'où, cette déclaration? Ce n'est pas un grand nom de la presse sportive internationale, ce qui ajoute déjà une première couche de mystère et de doute. Un scoop incroyable ou une fake news bien ficelée? C'est toute la question. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Selon cette vidéo, Infantino aurait donc déclaré que ce qui s'est passé dépasse les limites de l'erreur d'arbitrage et porte atteinte au football et à l'intégrité des compétitions. Venant du gardien du temple, c'est une charge d'une violence inouïe. Il démolit lui-même la crédibilité de sa propre compétition. C'est fascinant, surtout parce que c'est un scénario de communication de crise presque impensable pour une organisation comme la FIFA. Une excuse publique et directe pour une erreur d'arbitrage. C'est du jamais vu. Quelle est la stratégie habituelle normalement? La stratégie habituelle, c'est le silence, les communiqués vagues, les enquêtes internes dont on ne voit jamais la fin. Une sortie aussi frontale serait un acte politique majeur. Qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifierait qu'Infantino a jugé que le risque de laisser la colère monter était plus grand que le risque de perdre la face en s'excusant. La vidéo va même plus loin, elle met en scène des excuses officielles et explicites aux joueurs, au staff technique, mais aussi aux supporters algériens. On s'adresse directement au peuple. C'est une opération de désamorçage à très grande échelle. Ou de séduction. C'est précisément pour ça que le doute est permis. Politiquement, c'est une arme à double tranchant. En faisant ça, Infantino créerait un précédent extrêmement dangereux. Ah oui, je vois. À chaque future erreur d'arbitrage controversée, dans n'importe quelle compétition, des millions de fans demanderaient « Pourquoi eux ont eu des excuses et pas nous ?» Il ouvrirait une boîte de Pandore. C'est sûr. C'est pourquoi, avant même d'analyser le fond, la forme et le canal de diffusion de cette déclaration la rendent hautement suspecte. D'autant qu'il ne se contente pas de s'excuser. Il désigne un coupable. Et là, c'est le comble du paradoxe. Le coupable, ce serait la technologie, la fameuse VAR. Oui, et c'est la partie la plus subtile et peut-être la plus perverse du discours rapporté. Il ne blâme pas la technologie en tant que telle, ce serait admettre que l'un de ses projets phares est un échec. Il blâme l'usage qui en est fait. Exactement. La source insiste. Après analyse, la FIFA aurait identifié des erreurs graves dans la gestion de la VAR.
Le reproche principal, c'est le manque de recours à l'arbitre de terrain pour vérifier des actions décisives. Expliquons ce point technique, il est crucial. La VAR, ce n'est pas juste une machine qui dit la vérité. C'est un outil avec un mode d'emploi. Absolument, et le protocole international est très clair. Pour des actions aussi décisives et subjectives qu'un but potentiellement litigieux, la décision finale n'appartient pas aux arbitres dans leur cabine vidéo. Ils ne font qu'alerter. Ils alertent l'arbitre central, mais c'est lui, et lui seul, qui doit aller consulter personnellement l'écran en bord de terrain pour se forger sa propre opinion. C'est le dernier maillon de la chaîne, le plus important. Donc si on suit le raisonnement de la vidéo, le problème n'est pas la machine, mais l'homme qui a refusé de l'utiliser correctement. L'arbitre se serait fié aveuglément à ses assistants vidéo. C'est précisément l'accusation, et elle est chirurgicale. Elle qualifie cette négligence de violation flagrante du protocole d'arbitrage approuvé au niveau international. C'est très malin. C'est très malin, car ça permet de faire plusieurs choses à la fois. Premièrement, on valide la colère des supporters en reconnaissant une faute grave. Deuxièmement, on sauve la technologie VAR elle-même en reportant la faute sur l'opérateur humain. Et troisièmement, On désigne un coupable facile. on désigne un coupable facile et identifiable, l'arbitre. C'est une stratégie de communication presque parfaite. Un peu trop parfaite, peut-être. D'accord. L'accusation est donc gravissime. Le protocole a été bafoué. Si on prend cette déclaration au pied de la lettre, Infantino ne peut pas en rester là. Quelles sont les actions promises pour éteindre l'incendie ? Les mesures annoncées sont à la hauteur de la dramaturgie. D'abord, une enquête complète et immédiate visant non seulement l'arbitre de terrain jordanien, mais aussi toute l'équipe de la salle VAR. On cherche une chaîne de responsabilité. C'est ça. Ensuite, et c'est censé être la preuve de la détermination de la FIFA, une mesure conservatoire, la suspension temporaire de tous les officiels impliqués, le temps de l'enquête. On les met sur la touche. Et après l'enquête ? Alors là, la déclaration brandit la menace de sanctions sévères, pouvant aller jusqu'à une longue suspension ou même une radiation. Une radiation. Carrément. On parle de mettre fin à la carrière d'un arbitre pour un match. L'échelle des sanctions annoncées est spectaculaire. C'est presque trop beau pour être vrai. En effet. On cite même Infantino disant que l'intégrité de la compétition est au-dessus de tout nom ou de toute nationalité. C'est le discours de l'incorruptibilité absolue. Mais là encore, Il faut rester prudent. un analyste stratégique doit rester froid. Une suspension temporaire, ce n'est qu'une mise au frais. Les promesses de sanctions ultérieures n'engagent que ceux qui y croient. L'institution se protège en montrant qu'elle agit, mais l'efficacité réelle de ces mesures, elle dépendra d'une enquête dont on ne maîtrise ni le calendrier ni la publicité. Surtout quand on lit la suite. La déclaration ne veut pas seulement punir, elle prétend vouloir transformer cette crise en opportunité. L'incident deviendrait un tournant, on promet de publier les résultats de l'enquête en totale transparence. Et c'est là que mon scepticisme atteint son paroxysme. Totale transparence et FIFA, ce sont deux expressions qu'on a rarement l'habitude de voir dans la même phrase. On est d'accord. C'est une promesse qui a été faite de nombreuses fois par le passé, avec des résultats souvent mitigés. Qu'est-ce qui serait différent cette fois ? Ce langage de tournant et de réforme est un classique de la communication de crise. Faites-nous confiance, on a appris de nos erreurs. C'est habile. On reconnaît une faute passée pour mieux légitimer son pouvoir futur. Tout ça nous amène au cœur du réacteur. On a décortiqué la mécanique de cette déclaration, il y a la colère légitime des supporters, une vidéo qui apparaît au bon moment, un discours parfaitement calibré, mais il y a un mais, et il est de taille. On a cherché partout une confirmation officielle de ces propos. Résultat ? Silence radio. Un silence assourdissant du côté de la FIFA, aucun communiqué sur leur site officiel, aucune reprise par les grandes agences de presse internationales. Reuters, l'AFP, Associated Press, rien. Ce qui est très étrange. Normalement, une bombe pareille, lâchée par l'homme le plus puissant du football, ferait le tour de la planète en quelques minutes. Ici, elle reste confinée à des cercles de supporters et à des médias de seconde zone. Ce qui nous laisse face à deux scénarios radicalement opposés. Le premier, C'est un scoop monumental qui n'a pas encore éclaté. Une fuite. Le second, beaucoup plus troublant. La vidéo est une fabrication. Une manipulation. explorons ces deux pistes. Scénario 1. C'est vrai. Pourquoi Infantino ferait-il une chose pareille ? Pourquoi prendrait-il un tel risque ? Il pourrait y avoir une raison géopolitique. Le poids du football algérien et nord-africain est considérable. Offrir des excuses aussi spectaculaires pourrait être un calcul pour s'assurer en soutien politique dans une région clé.
En vue d'une future élection, par exemple. D'une élection ou de l'attribution d'une grande compétition. Ce ne serait pas un acte de justice, mais un acte de pur pouvoir, un geste pour calmer une base électorale cruciale. Dans ce cas, le silence actuel de la FIFA serait le temps nécessaire pour préparer le terrain en interne. Exactement. Ce serait une opération délicate. Maintenant, explorons le scénario 2, qui est tout aussi plausible. La vidéo est fausse. Un deepfake? Des experts en analyse d'images ont d'ailleurs déjà soulevé des doutes sur une possible synchronisation labiale artificielle, une technique de deepfake de plus en plus accessible et convaincante. L'audio pourrait être authentique, mais sorti de son contexte ou entièrement généré. Et là, la question devient à qui profite le crime? Qui aurait intérêt à fabriquer une fausse déclaration du président de la FIFA? Les suspects sont nombreux. D'abord, le plus évident, des groupes de supporters ultra qui, par colère, voudraient mettre la pression sur la FIFA. C'est une forme de guerre psychologique. Mais on peut imaginer plus haut. On peut imaginer des acteurs plus puissants, des factions rivales au sein même de la FIFA qui voudraient déstabiliser Infantino. On pourrait même imaginer des États qui utiliseraient le football comme un levier pour des règlements de comptes diplomatiques. Le sport comme une arme. Loin le sport. On est donc passé d'une erreur d'arbitrage à un possible deepfake géopolitique. La conclusion, c'est qu'on ne sait pas. Et c'est peut-être ça l'information la plus importante. C'est le point central. Que la vidéo soit vraie ou fausse, elle révèle quelque chose de fondamental sur notre époque. Elle montre à quel point la confiance dans les institutions sportives est érodée. C'est vrai. Le simple fait que des millions de personnes aient pu croire, ne serait-ce qu'un instant, que cette déclaration était authentique, en dit long sur l'image de la FIFA. On la croit capable du pire en matière d'arbitrage, mais aussi du plus spectaculaire en matière de repentance. La déclaration, même fausse, est donc plausible pour beaucoup de gens. Un besoin viscéral de justice de la part des supporters qui se sentent floués par un système qu'ils jugent opaque et injuste. En résumé, on a le récit d'une injustice sportive, réelle ou perçue, qui sert de carburant à une opération d'information ou de désinformation d'une ampleur inédite. Et que la déclaration soit un acte politique calculé d'Infantino ou une manipulation externe, le résultat est le même. Le doute s'installe partout. Et ce doute est le poison le plus violent pour le sport. Absolument. La déclaration présumée se termine sur cette phrase qui sonne comme un slogan. La confiance des supporters est le véritable capital du football. C'est un aveu. Qu'ils viennent de lui ou d'un faussaire. Nous qui le disent, ou un faussaire qui le lui mette dans la bouche, cette phrase est la clé de tout. Perdre cette confiance, c'est scier la branche sur laquelle tout l'édifice économique et populaire du football est assis. Ce qui nous laisse avec une dernière question, assez vertigineuse pour les suites. Quand un sport atteint de tels enjeux, la bataille ne se joue plus seulement sur le terrain, mais aussi sur le champ de l'information. La prochaine grande menace pour le football n'est peut-être pas un mauvais tacle, c'est une vidéo deepfake, indétectable qui annoncerait la disqualification d'une équipe la veille d'une finale. Comment est-ce qu'on se prémunit contre ça? C'est la question. Et comment un supporter peut-il encore croire à ce qu'il voit quand la technologie permet de fabriquer une réalité plus vraie que nature pour servir n'importe quel agenda? La question de la confiance ne se pose plus seulement pour l'arbitre, mais pour nos propres yeux.